Chers adhérents et sympathisants, comme vous le savez, depuis le printemps dernier, j'ai eu à subir les conséquences d'une campagne de dénigrement et de calomnie lancée par une poignée de personnes désireuses de m'évincer de la présidence de l'Union populaire républicaine. Par respect pour l'engagement de transparence que j'ai toujours eu avec vous, je tiens aujourd'hui à revenir sur les nouveaux développements de cette affaire qui date d'il y a déjà bientôt un an. Et comme vous savez que je n'aime pas la langue de bois, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais en venir directement aux faits qui me sont reprochés. Premièrement, je suis un homme de 63 ans. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a 35 ans, au même moment d'ailleurs où je rencontrais celle qui allait devenir ma femme et dont je partage la vie depuis 35 ans. Il s'agit d'un mariage heureux. Nous avons 2 enfants dont nous sommes fiers et nous sommes une famille unie. Ce n'est pas si fréquent. Deuxièmement, en 35 ans de vie professionnelle, j'ai eu des centaines de collaborateurs, hommes et femmes. Je n'ai jamais eu la moindre affaire de la nature de celle qui m'est soudain reprochée depuis quelques mois. Je suis aujourd'hui attaqué par 2 anciens employés de l'UPR, 2 parmi une cinquantaine de collaborateurs depuis que j'ai créé l'UPR. Je voudrais préciser aussi autre chose. C'est que les médias n'ont jamais précisé que ces 2 collaborateurs se connaissent parfaitement, que ce sont des amis, et qu'ils m'ont accusé conjointement, à quelques jours d'intervalle, après s'être mis d'accord. Et si je peux le dire, c'est que je peux vous révéler que l'un d'entre eux a admis, devant les officiers de police judiciaire pendant la confrontation à laquelle j'ai été conduit, que l'autre l'avait appelé en lui disant, je cite, « Viens frérot, dépose une plainte avec moi, on va, excusez-moi le jargon, on va se faire des couilles en or en plumant Asselineau et l'UPR ». Je note au passage que c'est un des éléments, une des pépites, comme a dit un officier de police judiciaire, qui figure dans le dossier, qui figure dans les procès-verbaux, mais qui ne figure pas dans la note de synthèse qui a été transmise curieusement au procureur de la République. Troisièmement, dans la presse, les choses sont présentées comme si j'avais détourné des jeunes gens et que j'avais usé de ma position pour abuser d'eux, allant jusqu'à commettre, je cite, « des agressions sexuelles ». Je voudrais tout d'abord rappeler que les 2 personnes dont il s'agit sont un homme de 37 ans à l'époque où il situe ces accusations, qui pratiquait les arts martiaux, ce que je ne fais pas, et l'autre était âgé de 25 ans à l'époque. Cela n'a donc aucun rapport avec les assimilations ignobles que j'ai pu voir sur certains réseaux sociaux, allant même jusqu'à des insinuations dans la presse pour essayer d'assimiler les infractions que l'on me reproche à de l'inceste ou à de la pédophilie. C'est absolument abject. Quatrièmement, certains font perfidement remarquer que ce sont des hommes, et il y a donc une espèce d'outing, comme on dit aujourd'hui, sur le fait que je serais en fait un homosexuel, ce qui, je le rappelle au passage, ne serait pas interdit dans la France de 2021. S'agissant de ce point, je suis, malheureusement, obligé d'entrer dans le détail, puisque je souhaite être totalement transparent avec vous. Et vous imaginez ce qu'il m'en coûte d'entrer dans ce détail. Même si, normalement, je n'aurais absolument pas à vous parler de ma vie privée, je tiens à dire ici, de la façon la plus solennelle, que je n'ai jamais eu de ma vie de relation sexuelle avec un homme. Cependant, je suis obligé aussi, pour vous dire la vérité, de reconnaître ce que tout le monde sait, c'est que l'être humain est un être complexe,
son cœur, son âme, ses pensées, ses affects peuvent varier et ne sont pas forcément d'une seule couleur. Il est exact qu'il m'est arrivé, au cours de ma vie, et qu'il m'arrive encore, d'avoir, de temps en temps, une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes. Mais ce n'est jamais allé au-delà. Et d'ailleurs, je n'ai pas à en rougir. Il se trouve que je suis quelqu'un de réservé et que je ne dévoile pas naturellement mes sentiments. J'ai malheureusement eu affaire à deux hommes qui, à 1 an d'intervalle, se sont rapprochés de moi dans le but de faire tomber mes barrières et de me convaincre de me confier à eux, afin de pouvoir utiliser ultérieurement ces éléments contre moi. La vérité de toute cette affaire, c'est que les faits qui me sont reprochés par les deux plaignants sont des faits qui auraient eu lieu, selon leur dire, plusieurs mois avant qu'ils ne déposent leur candidature pour un poste au sein de l'UPR et qu'ils soient embauchés. Ces faits sont qualifiés d'agression sexuelle alors que de l'aveu même des plaignants, et tout ceci est consigné dans les procès-verbaux, notre relation n'avait strictement rien de sexuel. Et que les accusations les plus graves qu'ils portent à mon encontre, et que je dément catégoriquement, portent sur de prétendus baisers volés. Les accusations qu'ils portent contre moi ont été formulées de façon incroyable au moment où leur contrat à l'UPR arrivait à leur terme, c'est-à-dire plusieurs mois, et même, dans un cas, plusieurs années, après les prétendus faits dont ils m'accusent. J'avais alors refusé de céder à leur chantage, et mon intransigeance les a manifestement conduits à colporter les pires calomnies à mon encontre. Enfin, pour préserver le bon fonctionnement de la justice, je ne peux en dire plus sur les éléments à charge contre les plaignants, éléments qui figurent au dossier. Je ne peux qu'espérer que certains aveux particulièrement probants, des pépites, comme on dit les officiers de police judiciaire, qui ont été avoués par les deux plaignants, eh bien j'espère que ceci éclairera les faits d'un jour nouveau. J'espère que ces faits seront dûment investigués par le juge d'instruction. Voilà quels sont les faits. Maintenant, la procédure. Comme vous l'avez sûrement appris, j'ai été entendu il y a quelques jours par les enquêteurs saisis de cette affaire. Je m'attendais, bien sûr, à être convoqué pour apporter mes explications qui n'avaient jusqu'alors d'ailleurs jamais été entendues. J'avais d'ailleurs annoncé dès le mois de mai dernier que je me tenais naturellement à la disposition de l'enquête. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à la violence des procédés qui ont été employés contre moi et ma famille. Bien que je me sois rendu de mon plein gré à la convocation qui m'a été adressée par la police, j'ai été immédiatement placé en garde à vue. Je n'entrerai pas ici dans le détail de tout ce qu'impliquent ces 48 heures passées dans les locaux de la police, avec un cortège d'humiliation qui accompagne cette procédure, cortège d'humiliation dont l'objet, l'esprit, il faut bien le dire, est de tenter de briser psychologiquement la personne entendue. Tout au long de ces heures, où mes lunettes, comme mon alliance, m'avaient été retirées et où je ne pouvais rien lire, j'ai beaucoup pensé
aux gilets jaunes non violents, dont on sait que la doctrine de la préfecture de police consistait eux aussi à les placer massivement en garde à vue, sans justification réelle, au plus fort des manifestations. Mais il n'y a pas eu que cela. Le parquet a jugé utile d'ordonner que l'on vienne chercher mon épouse sur son lieu de travail pour l'auditionner durant 3 heures. 3 heures. En l'accablant de questions plus sordides et intimes les unes que les autres. Mon avocat, qui a une longue expérience en matière pénale, m'a dit n'avoir quasiment jamais vu ça, même dans le cadre d'enquêtes sur des accusations beaucoup plus graves que celles portées contre moi. Il y a encore autre chose. Mon domicile a été perquisitionné et toutes les données de mon téléphone et de mes ordinateurs ont été saisies. Ah, c'est assez commode dans la France de 2021 de pouvoir saisir toutes les données informatiques d'un responsable de l'opposition sur la foi de simples accusations sans rapport avec la vie politique. Au cours de ces 2 journées difficiles, j'ai pu découvrir aussi un dossier d'enquête mené, hélas, exclusivement à charge et dont les conclusions semblaient avoir été écrites à l'avance. À l'issue de cette garde à vue, j'ai été reçu brièvement par la juge d'instruction qui a décidé de me mettre en examen après une très courte audience d'une vingtaine de minutes. C'est là que nous en sommes. En toute sincérité, je vous avoue qu'il y a de quoi ressortir anéanti de 2 jours et demi de ce traitement, surtout quand on n'y est pas du tout habitué, bien entendu, et plus encore quand on se sait parfaitement innocent. Mais l'adversité à laquelle j'ai dû faire face dans cette affaire, qui n'est en fait rien d'autre qu'une tentative d'assassinat politique, a renforcé encore ma combativité. Je ressors de cette épreuve conforté dans mes convictions les plus profondes. En effet, je ne peux m'empêcher d'observer un extravagant 2 poids 2 mesures judiciaire, alors que des responsables politiques de la majorité, certains siégeant au sein même du gouvernement, font l'objet d'une impressionnante mansuétude de la part du parquet, manifestement très peu empressé d'enquêter sur les faits qui leur sont reprochés, j'ai eu droit, moi, au traitement que l'on réserve habituellement aux pires criminels, au prétexte de prétendus baisers volés. Pour être parfaitement honnête, et parce que je crois que c'est particulièrement édifiant sur les motifs véritables de toute cette affaire, je vous dis que l'un des enquêteurs qui m'interrogeait m'a conseillé, en off comme on dit, c'est-à-dire en dehors du moment de la rédaction du procès-verbal, il m'a conseillé benoîtement d'arrêter la politique. Il m'a dit « Monsieur Asselineau, vous avez 63 ans, vous avez encore une belle vingtaine d'années devant vous. Pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas de prendre votre retraite dans votre maison de campagne ?» en sous-entendant que ça m'attirerait moins de problèmes. De la même manière, il a été conseillé aussi à mon épouse d'essayer de me convaincre d'arrêter la politique. Ainsi, plusieurs choses m'étonnent, ou devrais-je dire ne m'étonnent finalement pas tant que ça dans cette affaire, compte tenu de ce qu'est devenue la France. La première de ces choses qui m'étonne, c'est le calendrier judiciaire, qui est pour le moins particulièrement opportun pour les dirigeants français actuels. En effet, plus de 8 mois se sont écoulés depuis le début de l'enquête, et plus de 6 après les auditions en cascade des témoins réels ou prétendus
dont la plupart d'ailleurs n'en avaient pas fait mystère à l'époque. Je m'attendais donc à être entendu beaucoup plus tôt. Au lieu de cela, on a laissé l'affaire sommeiller. Et force est de constater que la voici opportunément ressuscitée à 1 an du sprint final de la campagne présidentielle, en pleine période de recomposition des forces politiques et placée opportunément dans le long circuit de l'instruction judiciaire. De sorte qu'avec les délais de la justice, je ne puisse probablement pas me prévaloir d'un jugement blanchissant définitivement mon nom avant l'élection présidentielle. Vous commencez à comprendre ? Et pourquoi cela ? Avec l'impossibilité de me faire quitter la présidence de l'UPR à la suite de l'échec du petit putsch interne du printemps dernier, avec l'essor de notre mouvement sur Internet, avec des vidéos dépassant les 2 millions de vues, le seul moyen est de me réduire au silence en tentant de salir mon nom et de me décrédibiliser par le biais d'accusations infamantes. Au fond, il s'agit d'empêcher les Français d'entendre tout notre message et l'impérieuse nécessité du Frexit pour libérer et sauver notre pays de l'abîme. À l'instar de ce que l'on a vu et de ce que l'on a pu observer en Grande-Bretagne avec le Brexit, il faut comprendre que des forces immenses aujourd'hui en France font tout et continueront de tout faire pour empêcher le Frexit. Le combat qui est le mien depuis 14 ans, qui est le vôtre si vous m'avez rejoint, c'est le combat du peuple contre des dirigeants sans foi ni loi. C'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. C'est un combat que nos adversaires nous livrent sans observer aucune règle ni aucune décence. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire, y compris et surtout l'histoire contemporaine, les hommes et les femmes qui se sont levés pour défendre la liberté contre l'oppression ont très souvent, je dirais même presque toujours, fait l'objet de mises en accusation judiciaire plus ou moins infamantes, dont le but était justement de les empêcher de continuer leur combat et de les réduire au silence. Je pense que vous avez tous des noms à l'esprit. Je peux vous dire que depuis quelques années, on a dû passer ma vie au peigne fin pour essayer de trouver la moindre aspérité qui aurait pu servir à me discréditer. Ça fait 14 ans que je suis à la tête de l'UPR et que je suis un caillou dans la chaussure des européistes et des euro-atlantistes qui ont mis la main sur le pays, et que ce caillou ne fait que grandir. Donc je sais qu'ils ont tout cherché. Il se trouve que mon casier judiciaire est vierge et pas seulement le formulaire B3. Il se trouve que je n'ai jamais fraudé le fisc. Il se trouve que je n'ai jamais eu affaire à la justice. Il se trouve que je n'ai aucun conflit d'intérêts. Il se trouve que je ne suis pas animé par l'amour de l'argent. Il se trouve que je n'ai pas la main baladeuse sur les enfants, comme des policiers ont osé le demander à ma femme. Alors, faute de mieux, on a trouvé à m'accuser d'agression sexuelle alors que les plaignants eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a strictement rien eu de sexuel dans nos relations. Il me semble que cette manœuvre est grossière, qu'elle crève les yeux. J'en ai vu d'autres, et je pense que vous aussi, mais celle-ci est peut-être la plus violente, la plus déstabilisante, la plus infamante qui m'ait été
imposée. Je pense également que l'électorat est quand même, et heureusement, de moins en moins dupe de ce genre de coups tordus et d'instrumentalisation de la justice aux fins d'éliminer un opposant politique. Et en l'occurrence, je n'hésite pas à le dire, l'un des seuls véritables opposants en France à l'oligarchie qui nous a servi. En d'autres termes, cette sale affaire qui me pèse sur moi, c'est en fait peut-être la meilleure preuve que je pouvais vous donner, d'une part que je suis un opposant résolu, et d'autre part qu'ils n'ont en fait rien de sérieux à me reprocher. La seconde chose extravagante que j'ai constatée, et tout à fait instructive, est la couverture des médias. J'ai découvert avec stupéfaction que la nouvelle de ma garde à vue s'est ébruitée très rapidement, en violation totale du principe du secret de l'enquête, et que l'ensemble des médias du pays s'en sont fait l'écho, depuis la plus grande presse nationale jusqu'à la presse locale, en passant par la presse régionale, des matinales de radio aux 20h de France 2. La couverture de cet événement a pris des proportions tout à fait extravagantes compte tenu de la couverture médiatique habituelle dont vous savez qu'elle est pratiquement inexistante de l'UPR. La présentation de cette affaire par les médias n'a d'ailleurs généralement comporté aucun des éléments à décharge que j'ai produits depuis avril dernier, ni aucun des éléments que j'ai livrés sur la personnalité, le calendrier, les manœuvres, les chantages de mes accusateurs et qui sont consignés dans les procès-verbaux. La censure implacable que les médias manifestent à mon égard depuis bientôt 14 ans ne leur suffisait donc manifestement pas. Il leur fallait encore jeter mon honneur à la vindicte de l'opinion publique. Et certains journalistes n'hésitent pas à aller encore plus loin. Le journaliste d'un quotidien prétendument de gauche, j'ai même pas envie de m'abaisser à citer le nom, n'a pas eu le moindre scrupule à se faire enquêteur, avocat, procureur, toujours à charge exclusivement, juge et partie à la fois, n'a pas hésité à tronquer tous les éléments qui ont été mis entre ses mains en violation du secret de l'enquête, à relayer les pires ragots, à jeter mon nom au chien sans se soucier un instant des répercussions que cela peut avoir sur mes proches, en violation de la présomption d'innocence. Ce ne sont pas des méthodes de journalistes, ce sont des méthodes de tueurs à gages en mission commanditée. Parce qu'il s'agit de détruire un opposant politique, un journal laisse donc publier des horreurs qui ne sont finalement rien d'autre qu'une tentative d'outing déguisé. C'est ça la presse de gauche? C'est ça la presse progressiste? Que la presse, qui feint de m'ignorer tout le reste de l'année, ressente soudainement le besoin de parler de moi pour tenter de me salir, est en fait un excellent signe. Car on ne tire pas, vous le savez, sur une ambulance. C'est en fait le signe que ma personnalité, l'union politique républicaine que j'ai créée, le nombre grandissant de nos adhérents, de nos sympathisants, le succès de plus en plus manifeste de nos analyses et de nos propositions, tout cela inquiète l'oligarchie. La pandémie de la Covid-19 et le feuilleton pénible et interminable de la pantalonnade qu'est la gestion de M. Macron et de son gouvernement sont en train de rebattre les cartes de l'échiquier politique. De plus en plus de Français se rendent compte
de la pertinence des analyses que l'UPR développe depuis 14 ans et de l'urgence qu'il y a à les mettre en œuvre. Il en va de la survie de notre pays et de ses institutions. C'est pourquoi, malgré l'adversité sans cesse plus grande à laquelle je devrais faire face à mesure que nous apparaissons comme l'alternative la plus crédible au chaos dans lequel M. Macron est en train de plonger la France et auquel les opposants ne peuvent remédier en rien, je continuerai à œuvrer pour le rassemblement, au-delà des clivages, des citoyens et des forces politiques désireux de rendre à notre pays sa souveraineté dès la prochaine échéance présidentielle. Vive la République et vive la France!